Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Le prince héritier d'Arabie Saoudite reçu par Emmanuel Macron. Le tapis rouge déroulé à l'Élysée vous choque-t-il? Oui. Qu'on continue à avoir des relations diplomatiques avec tous les pays dans le monde, c'est une évidence. Qu'on déroule le tapis rouge à un dirigeant qui est manifestement impliqué dans l'assassinat d'un journaliste en 2018, qui est dans un pays qui est pointé du doigt régulièrement par les associations de défense des droits de l'homme pour des pratiques, des procès arbitraires, des exécutions, des pratiques qui sont très éloignées du respect des droits de l'homme, qu'on déroule le tapis rouge. Le lien avec cette puissance, ce pays, est-ce que Emmanuel Macron ne fait-il pas de la réelle politique, tout simplement? Non, mais encore une fois, c'est deux choses l'une. C'est pas tout à fait la même chose de dire il faut continuer à discuter avec tout le monde. Bien sûr qu'il faut discuter avec tous les pays dans le monde et de leur dérouler le tapis rouge, de les recevoir à l'Élysée, parce que symboliquement, ça envoie un message qui est un message très clair, c'est que finalement la France n'a rien à redire des pratiques politiques et des pratiques inacceptables qui ont lieu dans ce pays. Moins de transparence. Non, je ne parle pas de transparence. Je ne parle pas de transparence. Les relations diplomatiques, elles peuvent exister sans pour autant dérouler le tapis rouge et recevoir à l'Élysée en grande pompe un dirigeant. Donc je trouve, oui, que c'est extrêmement choquant ce qui va se passer aujourd'hui. Sur le fond de cette visite, du côté de l'Élysée, on rêve que le prince héritier d'Arabie Saoudite fasse levier pour convaincre les pays émergents à condamner l'invasion russe de l'Ukraine. Cela va plutôt dans le bon sens, cette pression diplomatique pour mettre un terme à ce conflit. Je suis pas sûr qu'on ait besoin de Monsieur Ben Salman pour ça, mais que l'on fasse en sorte d'actionner une action diplomatique pour isoler petit à petit la Russie sur la scène internationale et faire en sorte qu'on puisse arriver à obtenir la paix le plus rapidement possible. Oui, ça me paraît nécessaire. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ce n'est pas la même chose que de maintenir des relations diplomatiques avec l'ensemble des pays. Par exemple, il faut continuer à le faire aussi avec Vladimir Poutine, mais ce n'est pas la même chose que de le recevoir à l'Élysée comme ça va être le cas aujourd'hui. Personne n'aurait à l'esprit, par exemple, de dire que M. Poutine doit venir à l'Élysée et qu'on va le recevoir en grande pompe, vous comprenez? Donc, il me semble que là, il y a un message, un signal, un symbole qui va être envoyé aujourd'hui qui me paraît désastreux pour la France. Et vous y voyez l'importance, la dépendance de notre pays aux hydrocarbures. C'est pour vous la raison? Peut-être le sujet des ventes d'armes? Manifestement, il y a des indignations à géométrie variable en fonction de l'intérêt économique ou de la puissance économique ou stratégique d'un pays. Donc oui, bien sûr qu'il y a cette dépendance, ce qui doit nous amener aussi à penser, même si c'est bien évidemment un autre sujet, à comment petit à petit notre pays sort de cette dépendance aux hydrocarbures, parce qu'on voit bien que ça le contraint à des formes de gesticulation sur la scène internationale qui, de mon point de vue, sont une remise en cause de nos droits fondamentaux, de nos libertés fondamentales, de nos convictions en matière de respect des droits de l'homme sur la scène internationale. Sur ce sujet toujours de la diplomatie, un nouveau sujet de crispation entre la France et l'Algérie. Par décret, le président algérien Tebboune a rétabli, dans certaines situations, un couplet de l'hymne algérien, le 3e, qui vise nommément la France. On peut y entendre « Ô France, voici venu le jour où il te faudra rendre des comptes ». Un geste qui n'est pas anodin. Vous le lisez comme ça également. On sait qu'il y a un durcissement des relations entre Paris et Alger. Écoutez, l'Algérie est un pays souverain, indépendant, qui prend les décisions qu'elle souhaite. Mais manifestement, ça s'inscrit effectivement dans une montée de tensions dans la relation diplomatique. J'ai entendu des responsables politiques français prendre la parole ces derniers temps pour dire qu'il fallait par exemple remettre en cause un accord bilatéral qui existe entre la France et l'Algérie, qui date de 1968. Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, qui propose effectivement une remise à plat de l'accord de 1968. Sur la gestion des flux migratoires. Par exemple, donc vous voyez bien que si chacun a des prises de position unilatérales qui peuvent sonner pour l'autre comme des provocations, on risque pas de se retrouver dans une situation qui soit une situation apaisée. Donc moi, je souhaite que cette relation diplomatique, elle s'apaise. Après, il appartient à chaque pays qui est souverain, qui est indépendant et qui a la liberté de prendre les décisions. Vous diriez que la France a toujours une mentalité dominatrice vis-à-vis de l'Algérie ?
en tout cas, je pense que la France a du mal à sortir pas seulement vis-à-vis de l'Algérie, vis-à-vis de l'ensemble des pays d'Afrique notamment, a du mal à sortir d'une vision qui est effectivement une vision de dominant et de toujours considérer ces pays comme des pays dominés. Donc oui, je pense qu'on a du mal à sortir de cette situation. Et vis-à-vis de la relation entre la France et l'Algérie, on sait que ça fait référence à une histoire qui est une histoire complexe, douloureuse. Et donc je pense que être raisonnable sur ce sujet, c'est éviter les provocations qui viennent raviver ou réouvrir des plaies qui sont des plaies qui ont toujours été difficiles à cicatriser. Vous en parliez à l'instant, hein, ce sujet de la réforme de notre politique d'immigration, avec des propositions formulées, notamment par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Dans un entretien au Figaro de ce jeudi, Elisabeth Borne se dit prête à des compromis avec la droite sur ce futur projet de loi immigration. Est-ce que vous pensez d'ailleurs, en tant que député, que vous serez amené à voter sur un texte à l'automne, dit-on, du côté du gouvernement? Je ne sais pas. J'ai entendu l'hypothèse de l'utilisation à nouveau de l'article 49.3 sur la table. Donc je ne sais pas si on pourra voter ou pas. En tout cas, je souhaite qu'on puisse voter sur ce sujet. A priori, c'est pas quand même l'option la plus c'est vrai, mais cette hypothèse semble exister. Donc, mais moi, je souhaite qu'on puisse voter. Je souhaite qu'on puisse voter sur ce sujet, comme j'aurais souhaité d'ailleurs qu'on puisse voter sur la question des retraites. Vous pensez qu'il y a un besoin de légiférer à nouveau sur le sujet de l'immigration? Non, je pense qu'on multiplie, on enchaîne les lois sur le sujet. Une vingtaine et manifestement, en 20 ans. Plus même. Et manifestement, ça ne règle pas les difficultés qui peuvent être observées. Donc à un moment, il faut peut-être se poser la question de savoir s'il ne faut pas changer de logique. Je considère que sur ce sujet, à nouveau, on est dans la communication. On parlait tout à l'heure, par exemple, de la remise en cause de l'accord entre la France et l'Algérie. C'est, à mon avis, typiquement une proposition démagogique et une proposition de communication. Je pense que si on veut s'attaquer sérieusement à cette difficulté, d'abord, je voudrais rappeler que c'est aussi des drames humains. Je voudrais rappeler ce qui s'est passé en Grèce. Personnes noyées. À ce stade, c'est ce bilan à ce stade, il risque malheureusement d'être beaucoup plus lourd. Et je pense que la politique qui consiste à n'envisager la question migratoire qu'à travers la question de la répression ou d'empêcher les gens de venir, elle produit et elle conduit aussi ce type de drame. Parce que je ne suis pas le porte-parole du gouvernement, mais j'espère. On explique bien que ce texte est équilibré et qu'en quelque sorte, il y a la possibilité à la fois de durcir certains aspects de notre politique, mais à la fois aussi d'aménager l'accueil. Je vais venir sur ce sujet, mais je veux juste d'abord dire, parce que ce qui s'est passé en Grèce est extrêmement grave et est épouvantable, et qu'il faudra qu'il y ait une enquête sur ce sujet. Parce que manifestement, vous avez des autorités grecques, l'agence Frontex, qui était informée de la situation de détresse dans laquelle était ce navire et des risques que ça faisait peser sur les personnes. Selon les premiers éléments, Frontex dit effectivement les appels ont été refusés. Les appels. Bon, donc à un moment, il faudra quand même poser cette question. Maintenant, sur la proposition de loi qui est examinée en France, je pense qu'elle est démagogique. Je pense qu'elle ne répond à aucune des problématiques qui sont posées, parce que si on veut s'attaquer sérieusement à ce problème, il faut poser la question des causes qui génèrent les migrations, des raisons qui poussent les personnes à quitter leur pays. Donc, de la responsabilité que peut avoir la France ou l'Union européenne, par exemple, dans des accords économiques de libre-échange qui appauvrissent un certain nombre de ces économies. De notre rôle à l'échelle internationale pour mettre un terme le plus rapidement possible aux conflits guerriers qui poussent des gens à l'exode. Je pense que si c'est pas, ou encore, parce que c'est un sujet qui va être encore plus problématique ces prochaines années, de la question climatique et des migrations climatiques qui vont être rendues indispensables. L'ONU révélait que le monde comptait 110 millions de personnes forcées de fuir leur foyer pour différentes raisons, dont des sujets climatiques. Et vous le savez, en matière climatique, ça va malheureusement on vous entend augmenter. sur ce sujet. Donc je pense que c'est ce sujet qu'il faut. Je réponds juste. Je pense que c'est ce sujet sur lequel il faut s'attaquer et cesser les choses démagogiques, comme par exemple cette fameuse volonté de remettre en cause l'accès aux soins pour les personnes migrantes, alors que tout le monde sait que c'est absurde, parce que si vous soignez pas une personne qui est sur le territoire national, alors qu'elle est porteuse d'une maladie, cette maladie risque de se généraliser ou de se déployer à des personnes qui ont des papiers. On a vu récemment dans la presse Éric Ciotti, le patron du Parti Les Républicains, demander à être reçu par Emmanuel Macron sur ce sujet. Est-ce que vous dites, moi aussi, je souhaite voir le président pour lui exposer notre point de vue sur cette question migratoire? Mais notre point de vue sur cette question migratoire, nous l'avons déjà exposé, nous continuerons à l'exposer. Il y aura un débat parlementaire sur le sujet. J'ai pas besoin d'aller à l'Élysée sur ce sujet. Et puis j'observe que de toute façon, vous serez peut-être invité sur le sujet institutionnel. Ah ben pourquoi pas. Mais de toute façon, attendez, moi je ne refuse aucune invitation s'il s'agit de discuter et de
de parler. Je dis juste que là, je vois pas pourquoi ce sujet serait traité différemment d'une pratique parlementaire normale, c'est-à-dire que les députés puissent avoir la possibilité de faire des contre-propositions et de voter. Par contre, c'est clair, si le gouvernement souhaite utiliser le 49.3, j'y serai opposé, comme j'étais opposé à l'utilisation du 49.3 sur la réforme des retraites. Une question d'actualité, la manifestation des opposants au chantier de la ligne Lyon-Turin a finalement été interdite par les autorités en raison de risques de débordement. Est-ce que vous dénoncez cette décision de la préfecture ? Il y avait visiblement des individus radicalisés qui auraient pu se greffer au cortège d'opposants. Moi, je souhaite que cette manifestation puisse avoir lieu. Donc vous appelez au rassemblement encore ce matin. Écoutez, il y a un recours. Les 11 associations qui étaient demandeuses et qui avaient organisé le dépôt de cette demande de manifestation font un recours devant le tribunal administratif. Je souhaite que le tribunal leur donne raison et qu'ils puissent manifester. J'observe qu'il y a eu une manifestation sur le même sujet le 25 et le 26 mars dernier qui s'est déroulée tout à fait dans le calme et qui n'a pas posé de difficultés. Qu'hier encore, il y avait une manifestation des partisans du projet qui ont aussi le droit de manifester même si je suis pas d'accord avec eux et qui s'est déroulée dans le calme. Donc il n'y a pas de raison que les opposants à ce projet, qui est un projet extrêmement nocif pour l'environnement, puisqu'il va artificialiser 1500 hectares de terres agricoles, qui va faire peser des risques sur l'eau, que les opposants à ce projet, qui ont des raisons légitimes de manifester contre ce projet, je souhaite qu'ils puissent manifester. D'ailleurs, nous serons présents à cette manifestation. Il y a eu le lancement d'une commission d'enquête populaire, et non pas parlementaire, mais populaire, à l'initiative de votre formation, de responsable de votre formation politique, pour dénoncer la légalité du tracé. Ce tracé, il a été défini en 2001. Est-ce que, véritablement, on peut encore contester ce type de décision plus de 20 ans après ? Oui, bien sûr. D'abord parce que par rapport à 2001, je pense qu'il y a une prise en compte et une prise de conscience des enjeux climatiques, environnementaux, de défense de la biodiversité. Et développer le ferroviaire par rapport au routier, mais bien sûr qu'il faut développer une bonne alternative. Bien sûr qu'il faut développer le ferroviaire plutôt que le routier. Mais après, la question est posée de quel ferroviaire nous voulons développer. Ce projet est un projet qui a un coût faramineux. Je crois que c'est 26 milliards d'euros. Moi, je préférerais que ces 26 milliards d'euros, on les mette par exemple pour développer des lignes de transport du quotidien, pour cesser la fermeture des petites gares et des petites lignes, pour désenclaver un certain nombre de zones rurales, pour faire en sorte qu'il puisse y avoir des RER dans les grandes villes et pas seulement en région parisienne, pour faire en sorte qu'on ait moins besoin d'utiliser sa voiture et qu'on puisse au contraire avoir des transports en commun. Il y a déjà une ligne existante. Il y en a déjà une qui existe. Pourquoi mettre 26 milliards d'euros en partenariat public-privé, c'est-à-dire que c'est le public qui va payer, mais c'est le privé qui va ensuite engranger les bénéfices pendant des années et des années? Pourquoi gâcher comme ça de l'argent public alors qu'effectivement on a besoin d'investissements publics massifs dans les lignes du quotidien? Donc je pense que ce projet est un mauvais projet, que ça ne doit pas être notre priorité, qu'il faut s'y opposer, qu'il faut y mettre un terme et faire en sorte d'investir ça davantage dans les besoins du quotidien. Manuel Bompard, je disais, vous êtes le coordinateur de la France Insoumise. Demain, vous réunissiez des cadres, des élus, des militants de votre formation politique. Alors, c'est pas une grand-messe, dit-on, mais un moment pour travailler. Il y a des interrogations, vous les avez lues, sur le manque de démocratie interne au sein de votre formation. Ce sera un sujet demain, tout simplement. Mais cette organisation, la structure de la France. Mais on peut discuter de tout, bien évidemment, à la France Insoumise, et l'existence même de cette réunion, qui s'appelle une assemblée représentative, qui permet à des militants issus de chaque département du pays et appartenant à des groupes locaux de la France Insoumise de pouvoir venir échanger sur notre stratégie, notre organisation, nos priorités. L'existence même de cette initiative, de cet événement, démontre qu'à la France Insoumise, bien évidemment, il y a un fonctionnement qui est un fonctionnement démocratique et collectif. Et transparent. Mais quand on lit... qui est tout à fait transparent. D'ailleurs, vous avez l'ensemble des documents qui vont être discutés demain, qui sont publiés, auxquels tout le monde peut avoir accès. Quand on lit dans la presse, c'est un témoignage anonyme. LFI, c'est la propriété privée de Jean-Luc, il a l'argent et choisit la couleur des volets. Le concierge, c'est Manu. Oui, c'est bon. C'est pas très sympathique d'abord, mais ça, à la limite, c'est pas grave. Mais moi, j'ai arrêté de lire la presse pour savoir comment la France Insoumise fonctionnait. Écoutez, la France Insoumise, elle a eu, par exemple, un investissement énorme dans la bataille des retraites. La France Insoumise, c'est 300 réunions publiques organisées partout. C'est une caisse de grève. On a réuni 1 million d'euros qu'on a reversé à des salariés qui sont en grève. On a distribué plus de 20 millions de tracts depuis le 1er janvier. Il y a 30 000 personnes qui ont rejoint la France Insoumise. Il y a 350 nouveaux groupes qui ont été créés, des groupes locaux.
locaux. Donc la France Insoumise, elle va très bien, la France Insoumise elle se développe, et ses militants, ils ont eu un investissement considérable dans la bataille des retraites. Il y a un sujet sur l'orientation aussi, la ligne politique de votre formation. Certains dénoncent l'influence trop importante du Parti ouvrier indépendant, un parti trotskiste. C'est mais écoutez, le début de l'engagement de Jean-Luc Mélenchon. C'est ridicule. Je vais vous dire franchement, c'est ridicule. Il y a à la France Insoumise des militants qui ont le droit de militer à la France Insoumise et dans un autre parti politique. Il y en a qui peuvent militer au Parti ouvrier indépendant, il y en a qui peuvent militer au Parti de gauche, il y en a qui peuvent militer à Rêve, qui est le parti de Aymeric Caron, il y en a qui peuvent militer à Picardie Debout, qui est le parti de François Ruffin. Et on peut tout à fait être membre de la France Insoumise et membre d'une autre organisation politique. Et les militants de cette organisation politique, puisque c'est sur celle-ci que vous m'interrogez, ont exactement les mêmes droits, les mêmes devoirs que l'ensemble des autres militants de la France Insoumise, qui soient ou pas membres d'une autre organisation politique. Donc ce papier que j'ai lu est un papier franchement ridicule. Donc ça fonctionne pas comme ça à la France Insoumise. À la France Insoumise, il y a des groupes d'action. À la France Insoumise, tout le monde est le bienvenu. Et la France Insoumise, elle va très bien. Et la France Insoumise, elle se développe. Et la France Insoumise, elle a des objectifs qui sont des objectifs très importants pour la suite. Sur le sujet du fichage prétendu de certains militants, vous avez réussi à y voir clair, tirer les conséquences. Mais voilà, c'est pour ça que je vous dis tout ça est ridicule, parce qu'on prend une situation qui a pu se passer dans un département où manifestement il y aurait des militants qui se seraient livrés à des pratiques qui sont inacceptables. Si c'est le cas, il y a une commission chez nous qui s'appelle la commission de respect des principes, qui fait le travail pour voir si ces faits sont avérés et qui en sont les responsables. Si ces faits sont arrivés et qu'on identifie les responsables, ils seront bien évidemment sanctionnés. Mais utiliser des micros événements qui on peut se dérouler ici ou là pour en tirer une analyse générale, c'est malhonnête, c'est fallacieux et ça ne correspond pas à la réalité de ce qu'est la France Insoumise. La France Insoumise, elle est au travail, elle a beaucoup d'ambition, beaucoup d'objectifs, parce que le pays nécessite des changements qui sont des changements très importants en matière sociale, en matière écologique. C'est d'abord sur ça qu'on va travailler ce week-end, parce que c'est d'abord ça nos priorités. Avec l'objectif donc des prochaines échéances électorales, il y a à la fois le scrutin européen de l'an prochain, cette impossibilité à ce stade de faire liste commune avec vos partenaires de la NUPES, et puis 2027, la mère de toutes les batailles. Comment est-ce que vous vous organisez au sein de la NUPES pour présenter éventuellement, là aussi, une candidature unique? Écoutez, moi je souhaite, comme je pense l'ensemble des insoumises et des insoumis, faire en sorte que la NUPES puisse arriver au pouvoir le plus rapidement possible. Ça peut être 2027, ça peut être avant, c'est pas ce qui peut se passer. Et il me semble, et c'est je crois le point de vue qui est partagé dans ma formation politique, il me semble que pour y parvenir, il faut que la NUPES, ça soit une coalition qui soit stable, qui soit lisible, et donc qui se développe localement, avec des structures locales de la NUPES, dans lesquelles des gens qui n'ont pas forcément envie de rejoindre une des composantes politiques puissent s'intégrer, avec des relations, avec des syndicalistes, des militants associatifs. Attendez, je vais vous répondre. Et avec le fait que la NUPES se présente groupée à l'ensemble des échéances électorales. Voilà, je pense que c'est la meilleure stratégie pour faire en sorte que la NUPES puisse ensuite, effectivement, en 2017 ou avant, en 2027, ou avant, effectivement, pouvoir prendre le pouvoir. Donc, même si les scrutins ne se ressemblent pas forcément. Bien sûr qu'il ne se ressemble pas. Le scrutin européen est un scrutin à un tour, à la proportionnelle, qui permet justement de montrer la diversité des sensibilités. Je comprends, mais on peut aussi montrer cette diversité, cette sensibilité en étant dans des listes communes. Être dans des listes communes, ça ne veut pas forcément dire tous exactement la même chose, mais ça veut dire se mettre d'accord sur un programme d'action commune. Il y a un enjeu important. La question qui va nous être posée aux élections européennes, au lendemain des élections européennes, c'est qui gagne, qui arrive en tête. Est-ce que c'est Emmanuel Macron et ses listes qui arrivent en tête? Est-ce que c'est l'extrême droite ou est-ce que c'est la NUPES? C'est ça la question qui est la question fondamentale. Est-ce que c'est la fin de la NUPES? En tous les cas, Jean-Luc Mélenchon dit la fin de la NUPES, c'est possible. C'est sûr que si on n'est pas en capacité d'être ensemble aux élections européennes, sachant qu'il y a des élections sénatoriales dans quelques semaines où on sera manifestement pas, et je le regrette, ensemble, et qu'il y a des élections municipales où on sait que ça sera aussi difficile d'être ensemble, je pense que ça fait courir un risque qui est un risque majeur sur la NUPES. Et c'est pourquoi moi je me résigne pas à cette situation et j'essaye de convaincre que la liste commune aux européennes, elle est positive pour tout le monde. Et peut-être qu'en décidant pour le pays, primaire pour la présidentielle de 2027, en actant ce cadre de désignation du candidat, mais il faut prendre les choses étape par étape. Vous pourriez rassurer vos partenaires. Mais il faut prendre les choses étape par étape, Damien Fleureau. Si on veut travailler ensemble en 2027, avoir des candidatures communes aux élections législatives, avoir un candidat commun à l'élection présidentielle, il faudra bien un mécanisme pour identifier ce candidat. J'ai pas de difficulté sur ce sujet. Donc vous êtes prêt à travailler? Mais on peut y travailler, mais pour arriver à cette situation, il faut faire en sorte qu'on ait franchi d'abord les étapes précédentes. Et les étapes précédentes,
c'est d'abord les élections européennes, parce que la NUPES, elle sera d'autant plus en capacité de pouvoir être un candidat crédible à l'exercice du pouvoir en 2027, si elle a réussi, par exemple, en 2024, à sortir en tête des élections européennes. Et pour sortir en tête des élections européennes, on a besoin d'être ensemble. J'entends parfois, on me dit, oui, mais on siège pas dans le même groupe au Parlement européen. Mais c'est pas grave, on siège pas dans le même groupe à l'Assemblée nationale, ça nous empêche pas de travailler ensemble. Il y a une étude qui a été publiée cette semaine, on a à peu près 80% de nos votes qui sont communs au Parlement il y a européen. Quand même, malgré tout mais il peut y avoir des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, mais 80% c'est pas ridicule. On vote 80% en commun. On est tout à fait en capacité de se mettre d'accord sur un programme d'action commune à l'échelle européenne contre la fraude fiscale, pour une agriculture qui soit respectueuse de l'environnement, pour faire progresser les droits sociaux au niveau européen. Bon, sur tous ces sujets, on a des points d'accord. Donc on peut mener cette bataille ensemble, je le souhaite, et je ne veux forcer personne, contrairement à ce que je lis parfois dans la presse, mais j'essaye juste de convaincre, et j'espère y parvenir avec mes amis et faire en sorte qu'on puisse avoir cette liste commune aux prochaines élections européennes. Merci beaucoup, Manuel Bompard, d'être venu sur le plateau d'LCI. Tout de suite, c'est l'heure de votre météo en Noiret avant le temps de l'info avec Elisabeth Martichoux.